L'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique. On va la dessiner. Cystine, tyrosine, phénylalanine, guanine. Alors, qui بحث في هذه. Maintenant c'est la glycine, je crois. Là c'est là non, c'est de l'aspargine, madame. Cystine, proline, arginine. Guanine. Guanine, c'était l'acide aminé, guanine. هذا كنت فكر. Excellent, la glycine. Bravo. Voilà. Ça c'est pas le même هذيك الحق. هنا ماشي glycine. شكون قال glycine؟ ما كتبتش glycine, glutamine normalement. هنا c'est la glutamine. Glutamine. هنا glycine. جبتو فيها هكا. دونك 9 normalement. 1 2 3 4 9 acides aminés. 9 acides aminés. L'arginine vasopressine, l'arginine vasopressine. Très important. C'est un nanopeptide. Il est constitué de 9 acides aminés. Il contient un pont disulfure entre voilà ou le premier, entre le premier et le sixième moment. Voilà. 1, 2, 3, 4. Sixième. Donc, c'est un nanopeptide. Il est sécrété au niveau de l'hypothalamus. Et il est constitué de 9 acides aminés, un pont disulfure. C'est quoi l'équivalent? Bon, il est appelé, l'hormone elle est dite arginine vasopressine, parce que ici elle contient de l'arginine chez l'être humain, contrairement aux autres mammifères, il y a donc de la lysine. Lysine vasopressine. D'accord? Arginine, lysine. Là c'est l'arginine. زيدوا les caractéristiques تاعها. خلاص. عندها l'équivalent تاعها qui est aussi sécrété par l'hypothalamus, c'est la fameuse ocytocine. La différence entre les deux hormones elle est située dans l'acide aminé numéro 3 et l'acide aminé numéro 8. هنا عندي arginine et عندي isoleucine. في l'ocytocine عندي هنا isoleucine. وفي le troisième acide aminé هنا عندي phénylalanine. وفي l'ocytocine عندي de la leucine. Donc vous connaissez la structure de l'ocytocine et la structure de l'arginine vasopressine. L'arginine vasopressine est aussi une hormone antidiurétique, ADH. Très bien. Elle est sécrétée où? Elle est sécrétée au niveau des noyaux paraventriculaires et supraoptique et paraventriculaire de l'hypothalamus. Elle est sécrétée au niveau de ces cellules, magnocellulaires et parvocellulaires. Donc, on a des cellules géantes et des cellules petites, magnocellulaires et parvocellulaires. Les deux sont situés dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Les noyaux, ils ont des prolongements, ces neurones, ils ont des prolongements qui vont se terminer au niveau de la neurohypophyse ou de la post-hypophyse. La post-hypophyse va sécréter ces hormones au niveau de la circulation générale. Est-ce qu'on est d'accord? L'hormone Hadia, elle est synthétisée sous forme de pro-arginine vasopressine. Le précurseur, il contient 3 types de peptides. La neurophysine 2, le copepsine ou l'ADH. Donc, un des ADH, copepsine, ADH, neurophysine. La neurophysine et la copepsine vont être dégradées au cours du transport vésiculaire entre l'hypothalamus et la neurohypophyse. La sécrétion, donc à dire c'est le seuil. Bon, mais le seuil de sécrétion, il faut savoir que la sécrétion, elle est pulsatile. La sécrétion, elle est pulsatile, elle n'est pas tonique. La sécrétion de l'hormone n'est pas continue. Elle n'est pas continue, elle est
elle est pulsative, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un déclencheur pour sécréter une grande quantité. Comment je peux sécréter une grande quantité? C'est en synthétisant de grandes quantités de cette hormone de l'ADH. L'ADH va être regroupé dans des vésicules. Les vésicules vont être stockées, vont être stockées au niveau de la post-hypophyse, et lorsqu'il y a ce stimulus, je vais libérer les vésicules pour avoir des quantités assez importantes de cette hormone pour réaliser la fonction que je cherche. Très bien, donc le seuil, il est à 283, 285 milliosmoles par litre. Lorsque j'atteins ce seuil, c'est-à-dire que l'osmolarité elle est importante, je sécrète l'hormone antidiurétique. La structure, on vient de parler, c'est un amylopeptide qui est constitué de 9 acides aminés, dont le premier est une cystéine, le sixième est une cystéine, d'accord? Elle est dite arginine vasopressine parce que son 8e acide aminé est de l'arginine, contrairement aux autres ADH chez les autres mammifères. Ce n'est pas de l'arginine, c'est de la lysine, donc la nôtre c'est une arginine vasopressine, ça c'est sa structure. On a dit que sa synthèse se fait avec de la neurophysine, avec le copepsine qui vont être dégradés et éliminés en co-quantité, c'est-à-dire que j'ai la même quantité de neurophysine 2 qui est sécrétée dans le sang que la quantité d'ADH qui est sécrétée dans le sang. La synthèse, elle est hypothalamique au niveau des noyaux supraoptiques et paraventriculaires par les cellules magno et parvocellulaires. Le stockage se fait au niveau de la post-hypophyse. La libération se fait par sécrétion de vésicules, donc je vais avoir une quantité assez importante. L'action, elle se fait comment? Il faut savoir que cette hormone, on va revoir très rapidement la physiologie rénale. La physiologie rénale, on a deux reins, d'accord? On a deux reins. La majorité des êtres humains ont deux reins. Chaque rein est constitué par un ensemble d'unités structurelles et fonctionnelles. Ces unités structurelles et fonctionnelles, ce sont les néphrons. Chaque rein est constitué d'à peu près 1 million de néphrons. Le néphron est constitué par une partie vasculaire et une partie tubulaire. La partie vasculaire, c'est la partie où circule le sang. La partie glomérulaire, la partie tubulaire, c'est la partie où sont constituées puis circulent les urines. D'accord? L'ensemble de ces structures, ils sont présents dans un néphron. D'accord? Donc, la partie vasculaire est représentée par le glomérule et la partie tubulaire est représentée par les tubules. La première fonction rénale est la filtration. La filtration, c'est quoi? C'est la capacité de filtrer tout le sang, tous les constituants de sang qui peuvent passer par la barrière de filtration. Donc j'aurai un ultrafiltrat, c'est le début des urines, c'est le précurseur des urines qui est constitué au niveau de la capsule de Bowman qui représente le début des tubules tawai. C'est les premières urines. Les premières urines vont subir différentes concentrations. Il y aura différents mécanismes qui vont permettre de réaliser les fonctions tubulaires qui sont les fonctions de réabsorption et de sécrétion pour avoir des urines prêtes. Donc l'urine va circuler dans le tube contourné proximal, puis dans l'once de Henle, puis dans le tube contourné distal, puis dans le tube connecteur et le canal collecteur pour être éliminé à la fois. Très bien. Il faut savoir que j'ai un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de concentration et de dilution des urines. On ne va pas parler des autres transporteurs, on ne va parler que de la concentration et de dilution des urines parce que c'est cela qui nous intéresse et c'est cela qui permet de gérer notre stock d'eau. Il faut savoir que les urines, au niveau de l'once de Henle, ils vont subir un transport descendant puis un transport ascendant. Dans le transport, il faut savoir que le transport descendant, dans la branche descendante, il y a que la branche descendante, elle est perméable à l'eau et imperméable au Na+. Elle est perméable à l'eau, la descendante, elle est perméable à l'eau et imperméable aux ions. Perméable à l'eau, imperméable aux ions. La branche ascendante, c'est le contraire. Elle est imperméable à l'eau et perméable aux ions. Très bien. Donc, quand je descends, l'urine va descendre. L'urine va descendre. L'once de Henle. Ça, c'est une capsule de Bowman. Des clés à molette aussi. Attends. Tu contournes proximal. Voilà. Ça, c'est l'once de Henle. Ça, c'est l'once de Henle. Quand l'urine descend, elle peut réaliser des échanges d'eau, ou quand elle monte, elle peut réaliser des échanges de Na+. Il faut savoir que les différents tubules baignent dans un milieu qu'on appelle milieu interstitiel. L'interstition, j'ai utilisé le conjonctif tout à l'heure. Interstitium. D'accord? L'interstitium, il est en communication avec des vaisseaux qu'on appelle les vasa recta. D'accord?
On va pas faire ça en détail parce que c'est un peu difficile. Alors, et ceux qui posent des questions, vous pouvez aller voir dans ma chaîne la physiologie rénale. Voilà, on a expliqué ça dans une des vidéos. Quand je peux créer des références. Donc, il faut savoir que les urines, c'est quoi le but de la concentration des dilution de les urines? Avant d'essayer de comprendre n'importe quel mécanisme, il faut essayer de chercher son but. Pourquoi je suis en train de le réaliser? Pourquoi je suis en train de faire ça? Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir ici, au niveau, j'espère que c'est d'avoir ici, au niveau du tube contourné distal, des urines qui sont diluées. Des urines qui sont diluées. En arrivant au tube contourné distal, on a urine diluées. D'accord? Ils vont avoir des urines diluées. Maintenant, les urines diluées, ils vont descendre dans le tube collecteur et le canal collecteur. Et c'est ici que va agir l'ADH. C'est ici que va agir l'ADH. On va arriver à sa fonction. L'essentiel. Quand les urines commencent à descendre, il faut savoir qu'elles baignent dans l'interstition. L'interstition, il est caractérisé par un phénomène qui s'appelle le gradient de concentration cortico-papillaire. Il faut savoir que je suis dans une partie du rein. Le centre, c'est en bas, la papille rénale. La papille rénale, où le four, c'est le cortex. Donc dites-vous que quand je suis je suis dans le cortex, dans la partie la plus corticale. Et quand je suis ici, je suis dans la partie qui se rapproche de la papille rénale, de la médulle de la papille rénale. Très bien, donc il y a un gradient de concentration cortico-papillaire qui est gardé par des phénomènes complexes. Il y a l'essentiel, c'est que l'interstition, en descendant du cortex vers la papille, la concentration en ion augmente. Tac, 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 tac. Elle augmente, elle peut atteindre 1200 osmoles. La concentration du milieu interstitiel. Est-ce qu'on est d'accord? Donc plus je descends, plus la concentration du milieu interstitiel augmente, de l'interstition augmente. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire subir à mon urine? Mon urine, elle est ici. Elle descend un peu, elle se retrouve dans un milieu qui est plus concentré. Vous vous souvenez des règles de l'osmose? L'eau va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Elle a des canaux à eau, des aquaporines. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est des aquaporines 1. Non, c'est des aquaporines 1. C'est des aquaporines 1, Lance. C'est des aquaporines 1. L'eau va migrer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va devenir un peu plus concentrée. Elle descend, elle devient plus concentrée, mais elle se retrouve dans un milieu qui est encore plus concentré. Pourquoi il est plus concentré? Parce que ce milieu, il est plus concentré que celui-là. Ça a un mouvement jusqu'à égalisation. Donc en descendant, elle se retrouve dans un milieu encore plus concentré. Il y a eu un mouvement d'eau jusqu'à égalisation entre moi et ce milieu. Je descends, je me retrouve dans un milieu qui est plus concentré que Hada. Donc je vais encore réaliser des échanges. Donc là, je suis en train de déshydrater mes urines, je suis en train d'enlever de l'eau à mes urines, je suis donc en train de les concentrer. Plus j'enlève de l'eau, plus je suis en train de concentrer les urines. Et malgré cette concentration qui augmente dans les tubules, dans l'entité son nom, je peux récupérer encore plus d'eau. Pourquoi? Parce que je descends dans des milieux qui sont de plus en plus concentrés. J'aurai des urines très concentrées. Est-ce que d'accord, on est d'accord? L'eau, merci. L'eau hadia. Oui. D'accord. Mazal. Frère. Il ne dépend pas seulement, la concentration de l'interstition ne dépend pas seulement du NaCl. Il y a d'autres transporteurs spécifiques de l'urine. Yak. Alors, l'essentiel, c'est que l'urée, elle passe des tubules vers le milieu interstitiel pour augmenter la concentration, puis elle replonge dans les parties ascendantes. D'accord? Donc l'urée, elle intervient dans l'augmentation de la concentration. Attention, c'est des tubules, ce n'est pas des vaisseaux sanguins. Donc le transporteur, l'urée, elle agit sur l'osmolarité.
elle est osmotiquement active, elle attire l'eau au niveau des fins fonds des parties les plus médulaires de l'anse de Henle. Est-ce qu'on est d'accord, Tadoka? Très bien. Donc, il faut savoir que j'ai récupéré de l'eau. Cette l'eau, je vais l'utiliser pourquoi? Pour m'hydrater. Donc, elle est récupérée dans des vaisseaux sanguins qui sont dits vasorectants, qui eux aussi connaissent un système de contre-courant qu'on va essayer de nommer. L'essentiel, elle va aller dans des vaisseaux et s'en aller, l'eau. Est-ce qu'on est d'accord? La partie la plus importante, elle est ici. Donc j'ai des urines qui sont concentrées. Ils vont commencer à monter. En montant, ils sont dans une anse. Qui est perméable au NaCl et imperméable à l'eau. Donc si je peux laisser le NaCl bouger sans eau, il va aller où? Du le plus concentré vers le moins concentré, ou le moins concentré vers le plus concentré? Attention, suivez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important. S'il vous plaît. Je suis en train de parler de mouvement de NaCl maintenant. Quand je prends une molécule, mais de l'eau, une molécule, le sucre, le milk, le batata, quand je prends une molécule, une particule, en dehors de l'eau, est-ce qu'elle migre du milieu le plus concentré vers le moins concentré? Le moins concentré, le plus concentré. On arrête tôt. Suivez-moi. On dit la membrane plasmique. Le Na+, il est extracellulaire. Le Na+, est extracellulaire. Principalement extracellulaire. Quand j'ouvre une membrane à Na+, le Na+, يخرج ولا يدخل؟ علاش يدخل؟ Parce qu'il est le plus concentré vers le moins concentré. Parce que les charges positives se répulsent. يحاولوا يروحوا يقولوا رانا بزاف هنا وعندنا الضيق انت لازم ترحل ما تسكنش معنا كي تتزوج. Donc j'ai donné يحاوزوه. Donc le Na+ va être répulsé. C'est la même chose, j'ai une quantité importante en NaCl. Quand j'ouvre les canaux NaCl, le NaCl va sortir des tubules vers le milieu interstitiel. Donc sa concentration va diminuer, la concentration des tubules va diminuer. Elle va monter vers des milieux qui sont moins concentrés. Donc elle devient plus concentrée. Et il continue à faire sortir. Il monte, il fait sortir. Il monte, il fait sortir. Il monte, il fait sortir. Il ne fait rentrer rien. Il est en train de se vider du NaCl. Est-ce que vous avez compris cette partie? Très bien. Donc là, on va parler d'un système. Donc là, j'ai, au niveau du tube contourné distal, une quantité d'eau qui a deux caractéristiques. Principalement, j'ai une quantité d'eau qui a été diminuée parce qu'il y a la branche descendante. Donc la quantité d'eau, j'ai réabsorbé. 1. 2. J'ai une quantité d'eau qui est diluée parce que je lui ai enlevé tous les sels de la branche ascendante. Donc là, j'ai des urines diluées. Là, je vais vous parler d'un système, sur le système contre-courant. Le système contre-courant, c'est quoi? C'est un des systèmes qui permettent la vie dans notre univers. Le système de contre-courant, il est représenté dans différents phénomènes. Là, que j'ai fini un système à la FCF, je vous ai donné un exemple. Ah, bon, t'as les pingouins. Oui, on va en parler, donc. Quack. Mais pourquoi je quack? Allez, c'est essentiel. C'est quoi un système contre-courant? Un système à contre-courant, c'est un système qui est fait de deux parties et où ces deux parties interagissent l'une avec l'autre et où l'une influe l'autre. Le Na+ que je fais sortir d'ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ici et participer à l'augmentation de la concentration du milieu interstitiel. Donc il يتخرج الملح من جهه وهذاك الملح يروح يشرب الماء. Et يتخرج الملح وهذاك الملح يشرب الماء. Donc elle va utiliser le sel dans le même niveau. Elle utilise le sel qu'elle fait sortir ici pour qu'il aille absorber l'eau. Donc la branche descendante et la branche ascendante, elles sont en train de s'entraider. C'est pour cela qu'on appelle ça un système à contre-courant. Le pingouin, je vous avais donné l'exemple des pingouins. La physiologie, l'anatomie des pingouins, elle fait en sorte que les veines et les artères d'accord, la partie descendante. Donc un nombre de volumineuses veines ou de volumineuses artères. Les veines, qu'est-ce qu'elles font? Elles font remonter le sang
où les artères elles font descendre le sang. Chez le pingouin, puisqu'il est tout le temps dans la neige, le sang descendant est chaud et le sang ascendant il est très froid. D'accord? Donc afin d'éviter que du sang froid arrive au centre, dans les parties centrales de l'organisme, il y a les artères dans de longs chemins. Les artères ils se les centres, ce sera du sang assez chaud. Donc j'utilise les artères pour réchauffer les veines. Comment? En les rapprochant anatomiquement. Donc c'est un système à contre-courant. Artère, la veine. Descendante, l'autre ascendant. Là c'est aussi un système à contre-courant. Là, le contre-courant il est thermique, là il est ionique. Vous avez compris? L'essentiel, j'ai des urines diluées. J'ai des urines qui sont diluées. Ces urines diluées, elles vont descendre. Elles vont descendre où? Vers les parties les plus centrales. Donc là, je suis en train de descendre dans des parties de plus en plus concentrées de l'interstitium. L'interstitium, je descends, la concentration augmente. Ça, oh là là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir des canaux à eau. Ce sera des aquaporines. Ce sera des aquaporines de ce sera des aquaporines. J'ouvre les aquaporines et l'eau va migrer. Là, c'est simple. Je récupère l'eau. Je récupère l'eau selon deux choses. Selon la concentration, le milieu intracellulaire, plus je descends, plus l'interstitium, sa concentration elle augmente, et donc je peux récupérer de l'eau qui va aller dans les vases rectales. Mais j'ai un autre facteur déterminant, c'est quoi? C'est la présence ou l'absence de l'ADH. Quand j'ai de l'ADH, elle va se fixer, il y aura de l'aquaporine et j'ai de la réabsorption. Quand il n'y a pas d'ADH, il n'y a pas de réabsorption. Donc là, je vais contrôler là. Et c'est ici qu'il y a contrôle de la réabsorption d'eau. La quantité principale d'eau, elle est contrôlée ici. C'est-à-dire que si je bois de l'eau bzaf, je bois bzaf de l'eau, là, il y aura beaucoup d'eau qui arrive ici. Il y aura un seuil d'osmolarité qui est faible. Je ne suis pas arrivé au seuil puisque j'ai bu beaucoup d'eau. Donc l'ADH ne va pas être sécrété. Et puisque l'ADH ne va pas être sécrété, l'eau ne va pas être récupérée. Et donc je vais éliminer mes urines. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la fonction de l'ADH. C'est clair? C'est clair, oui? La dernière partie, très bien. S'il vous plaît, on se concentre. La dernière partie. Le but c'est d'avoir des urines diluées là, s'il vous plaît. Vous êtes mauve. Qui va la chemise? Ça fait un dire. Ça fait qu'un dire. Oui. Je vais prendre tout aussi. Voilà. Mais je m'en charge. Très bien. Donc là, j'ai des urines qui sont diluées. Ces urines diluées, pourquoi je dois faire parvenir des urines diluées pour contrôler la concentration moi-même, pour contrôler la quantité réabsorbée. J'ai des urines diluées au niveau du contourné distal. Ces urines vont commencer à descendre dans un interstitium. Cet interstitium, il a une concentration de plus en plus élevée. Donc plus je vais dans les parties centrales, plus j'absorbe de l'eau. Ça, cette eau, elle doit avoir des transporteurs pour passer. Ces transporteurs, ils ne sont exprimés que s'il y a de l'ADH. Présence d'ADH, transport. Absence d'ADH, pas de transport. Donc je vais contrôler moi-même si je réabsorbe de l'eau ou pas. Si j'ai besoin d'eau, je sécrète l'ADH, je réabsorbe. S'il n'y a pas d'ADH, j'élimine les eaux dans les yeux. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est clair? C'est clair. Aïe. L'ADH, la voilà. Arginine, vasopressine. Elle se fixe sur son récepteur. D'accord? Elle va activer la protéine G. La protéine G va activer la dinéacycline. Fixation de l'ADH sur son récepteur. La fixation de l'ADH sur son récepteur va induire un message. C'est un message de transduction, puisque la fixation est membranaire. D'accord? Donc il y aura une transduction membranaire. L'effecteur de l'ADH dépend de la protéine G.
de la protéine G. Donc si vous vous souvenez bien de la protéine G, le système de la protéine G est constitué de quoi? Il est constitué d'un récepteur, de la protéine G et d'un effecteur. D'accord? Il y a une fixation de l'hormone sur son récepteur. La fixation de l'hormone sur son récepteur rend le récepteur actif. Le récepteur va bouger, il va aller vers la protéine G. La protéine G va devenir active. La protéine G est formée par trois parties. La partie alpha, bêta et gamma. La partie alpha, une fois activée, va échanger quoi? Le GTP contre le GTP. En échangeant le GTP contre le GTP, elle se dissocie de bêta gamma. En se dissociant de bêta gamma, elle va se fixer sur l'effecteur. En se fixant sur l'effecteur, l'effecteur devient actif. Ici, l'effecteur, c'est quoi? C'est l'adénylacyclase. Donc elle reste fixée sur l'adénylacyclase pour l'activer. L'adénylacyclase va réaliser sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? C'est la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Il y aura une augmentation de l'AMP cyclique au niveau intracellulaire. L'AMP cyclique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la PKA, la protéine kinase 1. La protéine kinase 1 va réaliser une série de phosphorylation. Cette série de phosphorylation va arriver à une exocytose de membrane. Des vésicules. L'exocytose de ces vésicules va induire une exposition des aquaporines. Ce sont des aquaporines 2. Attention. Si on vous demande quelle est l'action de l'ADH au niveau de la cellule principale, de la cellule tubulaire, elle a deux fonctions. Deux fonctions principales. Premièrement, c'est l'induction de l'expression des vésicules déjà prêtes. Induction de l'expression des vésicules déjà prêtes. Deuxième fonction, elle a la capacité de stimuler la synthèse de nouvelles aquaporines 2. Elle stimule la synthèse de nouvelles aquaporines 2. Vite. Trois. On va voir, on va citer les différents effets. Est-ce que c'est clair? Donc je vais exprimer la DH et je vais réabsorber de l'eau. D'accord? Cette expression elle est bien sûr temporaire. Pourquoi elle est temporaire? Parce que la protéine alpha elle a une activité GTPasique intrinsèque. Donc elle va dégrader le GTP en GDP, elle devient inactive, elle se dissocie de l'effecteur de l'adénylacyclase et tous les plastiques. D'accord? C'est très important de connaître la protéine G. Elle est aussi très impliquée en clinique. Oui, elle est impliquée dans deux pathologies très importantes pour vous, que je vous ai citées la dernière fois. Est-ce que la couche finale est une maladie métabolique, une maladie infectieuse? C'est tout. La mucoviscidose. Oh? Non. De la mucoviscidose. Oui, vous parlez de la mucoviscidose. Vous êtes de la deuxième pathologie. La deuxième, c'est une maladie infectieuse. Choléra, malheureusement. D'accord? Donc pour la on va parler d'un certain récepteur. Le récepteur, c'est un récepteur rénal, c'est un récepteur intestinal. Il est aussi présent dans les poumons, etc. C'est pas important pour nous, dans le pancréas, etc. Le canal CFTR, c'est un canal à chlore. C'est un canal à chlore. Ça, c'est un canal qui sécrète. Parce que l'organisme a besoin d'éliminer son excès de chlore. Donc il va éliminer le chlore dans les intestins par le canal CFTR. Est-ce que c'est clair? Le canal CFTR est exprimé par une voie adénylacyclase. Donc il y a la protéine G qui est activée, protéine G qui est activée. En étant activée, elle exprime le CFTR. Le CFTR va éliminer le chlore. Maintenant, en éliminant le chlore va attirer le Na+, le Na+ va attirer l'eau, et je vais avoir une certaine quantité d'eau dans les lumières, dans la lumière intestinale. D'accord? C'est pour cela la mucoviscidose. Pourquoi j'ai parlé de mucoviscidose? Parce que les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose, mais le récepteur CFTR. C'est un déficit en le récepteur CFTR. C'est pour cela. Quelles sont les caractéristiques de la mucoviscidose? Des diarrhées visqueuses. C'est pas des diarrhées, c'est des sécrétions visqueuses. D'accord? Voilà, je cherche maintenant CFTR, donc je ne peux pas humidifier les selles. D'accord? Déjà, c'est la cause de mort, c'est des insuffisances respiratoires. Le mucus qui est hyper dense. Bref. Le choléra, c'est un déficit en canal CFTR. D'accord? Donc, je n'ai pas de canal CFTR, je ne peux pas sécréter le Cl-, je ne peux pas sécréter le Na+, je ne peux pas avoir de l'eau pour les sécrétions deviennent très visqueuses, la viscosité augmente. Le choléra, bien sûr. Bon courage. Il est déjà 11h, on fait très rapidement. Le choléra,
On parle du choléra ou là on saute? Et quand je parle de choses qui ne sont pas importantes pour vous, vous me dites de sauter. Pourtant c'est important. On saute. On saute. Oui. Et puis on parle du choléra, c'est important. Attention, tout ce qu'on a dit c'est important. Vous devez le connaître. Même pour, bon, pas pour l'examen de ce trimestre, mais vous devez le connaître. Autre action de l'ADH, synthèse de la QP3, d'accord, du NKCCL, blablabla, mais c'est deux autres transporteurs rénaux. Au niveau du foie, elle stimule la glycogénolyse, donc elle est hyperglycémiante, d'accord. Elle stimule la vasoconstriction, la libération de la CTH, et c'est pour cela qu'elle est hyperglycémiante. Elle stimule l'axe corticotrope, d'accord. Activation du canal CFTR, qu'on vient de citer. Pourquoi? Parce qu'il est sensible à l'AMPC. Donc, elle active la voie de la protéine G, il y aura une augmentation de l'AMPC, ou elle active ces différents points. Comportement amoureux, c'est pas important. On n'a pas parlé du choléra, on ne va pas parler de ça. Les effets de l'ADH. Donc il faut savoir qu'il y a deux principaux stimulants de l'ADH. L'hyperosmolarité efficace, qui est le principal stimulant de l'ADH, d'accord, et l'hypoosmolarité périphérique. Vous voyez, j'ai deux types d'osmolarité. L'hyperosmolarité efficace, ben, on en a parlé, elle va stimuler les osmorécepteurs hypothalamiques. Ils vont stimuler la sécrétion d'ADH, ou l'ADH va induire ses fonctions. L'hypoosmolarité périphérique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber l'ADH, d'accord? Elle va inhiber l'ADH. Très bien. Donc l'hypovolémie aussi, elle est aussi contrôlée. Elle est aussi contrôlée par la volémie. L'hypovolémie stimule l'ADH parce que je sens que j'ai du volume en moins. Je dois augmenter, je dois créer une expansion vasculaire. Je sécrète l'ADH pour récupérer l'eau. Elle est aussi stimulée par le système rénine-angiotensine que vous connaissez. On va en parler tout à l'heure. Le système rénine-angiotensine, l'angiotensine c'est le plus puissant vasoconstricteur de notre organisme. Il va provoquer des vasoconstrictions, mais il va aussi augmenter la pression artérielle en augmentant la quantité d'eau. Régulation de l'équilibre. On a presque terminé. Régulation du sodium, bilan sodé, la natrémie, les troubles. Maintenant, les troubles proprement. Les activateurs, on vient d'en parler, les activateurs de l'ADH, l'hypertonie, l'hypotension, l'hypovolémie, et les inhibiteurs, on a le froid, les corticoïdes, l'ANF, BMP, lithium, l'alcool, on ne sait pas trop. Un petit mot sur les inhibiteurs. On est d'accord sur les activateurs de l'ADH. L'hypertonie, c'est une augmentation de la concentration, je dois récupérer de l'eau. L'hypotension, j'ai une quantité faible en liquide, j'augmente les liquides dans les vaisseaux pour augmenter la tension. L'hypovolémie, c'est la même chose. Pour les inhibiteurs, on a le froid. Pourquoi le froid inhibe l'ADH? Le froid inhibe l'ADH parce que quand j'ai froid, j'étouffe le même train. Donc quand j'ai froid, quand il fait froid, notre organisme a besoin de produire de l'énergie. Il a besoin de produire de l'énergie pour se réchauffer. Donc on inhibe l'ADH pour éliminer les urines. Pourquoi? Pour diminuer la quantité d'eau à réchauffer. D'accord? Donc il me cherche les urines, je n'ai pas besoin de dépenser de l'énergie dans les urines. Vaut mieux se les poumons au lieu de réchauffer les urines. D'accord? Qui me fait tailler qui te l'hatta شي سلكوا يقولوا لهم رميو كامل الباجاج تاعكم. Voilà. Le froid, les corticoïdes. Pourquoi les corticoïdes inhibent l'ADH? Parce qu'ils exercent un rétrocontrôle négatif. L'ADH stimule, attention, l'ADH, elle agit avec la CRH pour activer la CTH. L'ADH et la CRH activent l'axe corticotrope. Ils activent les deux l'axe corticotrope. Ils activent les deux l'axe corticotrope. Ou les corticoïdes donc vont inhiber une élévation des corticoïdes va inhiber l'axe corticotrope, donc elle doit inhiber et la CTH
et l'ADH. D'accord. L'ANF, l'arterial natriurétique factor. D'accord. C'est un facteur natriurétique. Il est sécrété par quoi? Il est sécrété par l'oréate. D'accord. L'oréate gauche, quand elle a un afflux de sang qui est important, elle va se distendre. En se distendant, elle sent qu'il y a un volume gauche. Gauche, d'accord. C'est grave. Donc, allez, ça arrive. À gauche, maintenant à la gauche. Donc là, l'atrium gauche, l'oréate gauche en se distendant, elle sent qu'il y a beaucoup de volume, donc elle va sécréter ce facteur natriurétique pour éliminer les urines. Et pour éliminer le sodium va prendre des urines et il y aura une élimination. Mais attention, elle provoque l'élimination des urines, mais elle inhibe aussi l'ADH. Donc je dois diminuer le volume, je produis l'élimination et je diminue la réabsorption. Vous voyez? Ils sont cités dans votre cours. Est-ce que طلعتوا على الكور هادو كامل vous devez les connaître? Je sens que vous دايرين في راسكم بلي ما كاينش لو كور. كاين في لي كور تاعو؟ سي كاين ولا ما كاش؟ Allez, on continue. En tout cas, vous devez les connaître. Je sais que c'est à peu près 100. S'il vous plaît, avec on pourra avoir un 15 physiopathes في l'examen. حفظوا لا série verte ولا حتجوز. حفظوها مع احترام الأخطاء تاعها. وحتجوز. Oui. Oui. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça, voilà. Vous aurez des 16. Mais c'est pas ça la physiopathe. كي تكبروا تعرفون. إني لكم من الناصحين. هاي régulation du sodium maintenant. صح ولا لا؟ صح. حالا les planques, vous êtes هكذا. Vous êtes libre هكذا. Allez, on continue, s'il vous plaît. La régulation du sodium, elle se fait au niveau des sorties. Elle se fait au niveau des sorties. Elle ne se fait pas au niveau des entrées. Je vous ai écrit entre parenthèses, je connais pas. Donc on ne régule pas. Ce n'est pas comme la soif. S'il vous plaît. C'est une situation pathologique. L'essentiel. S'il vous plaît, on se concentre. L'eau, on a soif. On peut réguler par les apports. Le sel, non. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Parce que même un régime hyposodé, il évite le sel, il a ses apports, il a ses besoins. D'accord? Donc pour diminuer les apports, il faut vraiment ne rien manger, avoir une insuffisance rénale, vraiment pour avoir un déficit des apports. Ce n'est pas commun. Elle se fait au niveau des sorties par trois principaux facteurs. Vous devez les connaître. Donc, comme l'aldostérone. L'aldostérone, le fan, le facteur natriurétique dont je viens de parler, qui sera une distension au niveau de l'oréate. L'oréate va le sécréter pour qu'il élimine le sel et l'eau avec. La balance glomérulo-tubulaire. Zédocholine n'est pas citée. Elle est citée. Je ne vais plus utiliser cette phrase. La balance glomérulo-tubulaire. On va parler des trois parties avant de la balance glomérulo-tubulaire. Essayez de suivre, hein, c'est important. Quantité de sodium filtré diminuée, réabsorption proximale augmente. Plus la quantité filtrée diminue, plus la quantité réabsorbée augmente. Plus la quantité filtrée diminue, plus le taux réabsorbé augmente. Pourquoi? Parce que l'organisme, quand il voit que la quantité de sel filtré est diminuée, la quantité dans le sang est basse, c'est-à-dire que je dois lui apporter encore plus. Donc la diminution de la filtration induit une augmentation de la réabsorption. Vous devez connaître ce facteur, même s'il n'est pas prédominant dans la régulation. Hein. Il n'intervient pas bzaf, parce qu'il est présent. Voilà. Il y a un problème. L'insuffisance rénale aiguë,
Et je peux avoir des insuffisances avec hyponatrémie. Cela, attention, les insuffisances rénales, c'est un peu délicat. Cela dépend de la cause de l'insuffisance rénale. D'accord? Je peux avoir une insuffisance rénale avec hyponatrémie, hypernatrémie, hypocalémie, hypercalémie. Une nécrose tubulaire peut provoquer une nécrose tubulaire peut... Oui, puisque je ne vais pas avoir... S'il y a un trouble de la réabsorption, je peux avoir une hyponatrémie. D'accord? Parce qu'il faut savoir que le sodium, il est presque totalement filtré. Si je le filtre, je ne le réabsorbe pas. Je suis en train de vider mon organisme de son sodium. D'accord? Très bien. Donc, aldostérone, FAN et le principe glomérulo-tubulaire. D'accord? L'aldostérone, comment il agit? On a oublié l'aldostérone. L'aldostérone, il appartient au système rénine-angiotensine-aldostérone. La rénine, elle est synthétisée par le rein, par la macula dans au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. La rénine minéral, synthétisée au niveau du rein, elle va agir en tant qu'enzyme, elle va provoquer la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1, d'accord? L'angiotensinogène est une hormone, c'est une protéine hépatique, donc le foie sécrète l'angiotensinogène est transformé par la rénine en angiotensine 1, l'angiotensine 1, elle va dans la circulation aller dans les poumons. Il y a une enzyme de conversion pulmonaire qui va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'angiotensine 2, l'enzyme de conversion n'est pas située dans le poumon. Allez, oublions ça. L'angiotensine 2, c'est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Il produit des vasoconstrictions, il active la sécrétion de l'ADH, mais il active aussi l'aldostérone. L'aldostérone, il est sécrété par la surrénale, médulo-cortico, dans la couche glomérulée. Glomérulé fasciculaire réticulé. Glomérulé, sécrété l'aldostérone. Très bien. L'aldostérone va agir au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur pour exprimer des canaux de réabsorption de Na+, contre une sécrétion de H+, ou de K+. Donc il y aura une réabsorption au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Il y aura une expression de canaux spécifiques qui sont régulés par l'aldostérone. Ces canaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réabsorber le Na+, contre une sécrétion de K+, ou de H+, c'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. D'accord? Transport perméatif, actif, secondaire, antipore. Donc j'ai une absorption de le Na+, et une élimination du K+. D'accord? C'est l'aldostérone. Pas toujours. Pas toujours. L'aldostérone, il récupère le Na+. Si on récupère le Na+, il récupère de l'eau avec. L'ADH, elle récupère l'eau seule. D'accord? L'ADH, non. L'ADH peut stimuler l'aldostérone en cas d'hypovolémie. Les effets de ne connaissent pas kif. On va voir ça les dissociations. Quand j'ai des hyponatrémies, on peut remarquer ça. Aïe. Voilà, chauffez. L'angiotensine 2, elle va activer l'oral. Je parle du système rénine-angiotensine. Elle va activer la DH. En cas d'hypernatrémie, la DH inhibe l'aldostérone. Je suis d'accord. Le bilan hydrique, kiff, il est nul dans les conditions physiologiques. Les apports doivent être égaux aux sorties. Le bilan sodé doit aussi être nul. Maintenant, je dois éliminer le surplus. L'anatrémie. Qu'est-ce que c'est que l'anatrémie? L'anatrémie, tout simplement, c'est la concentration de sodium dans le sang. D'accord? Dans le sang. Modification par modification hydrique. Ce sont les plus fréquentes. Modification par modification sodique, rare. L'anatrémie en tant que notion, s'il vous plaît, c'est une à l'hydratation ou l'osmolarité. Il faut savoir que l'anatrémie ne reflète pas ni la quantité de sodium, ni la quantité d'eau.
elle définit ou elle m'informe sur le rapport sodium sur eau le sang. D'accord? Alors, les variations de natrémie dépendent surtout des variations d'eau. Chez des variations de sodium, c'est rare où on a une perte de sel, une perte de sel avec un maintien d'eau, une hyponatrémie. En général, ce n'est pas la quantité de sodium qui change dans mon organisme, c'est la quantité d'eau. C'est la quantité d'eau qui zide pour une hyponatrémie, ou la quantité d'eau qui diminue pour me donner une hypernatrémie. C'est surtout la quantité d'eau qui modifie la natrémie et non pas la quantité de sodium. D'accord? Parce que ce sont les eaux qui sont en train de se mouvoir et qui peuvent changer de concentration. D'accord? Je fais directement le dire. Parce que je suis gaucher. Je fais des meufs la gauche. En tout cas, les enfants, ils sont de la gauche que de la droite. Parce qu'on reçoit mieux l'information de l'oreille gauche que de l'oreille droite. Donc, modification hydrique, ce sont les principales, non? قلنا نسمعوا بودنا لاغوش خرنا دوات تسمى نقعدوا ادوات طبيبه تسمعوا ما تسمعش بروف انت تسمعي بلي بارلور دونك لو بارلور كيكون ا غوش يا غوش فهمت ما تقول لي ما تهضرش على الاخر على الكوليرا Modification par modification hydrique, ce sont les plus fréquentes. Par modification sodique, elles sont plus rares. Modification par modification d'osmol. Je peux avoir une variation de la natrémie par modification d'autres molécules osmotiquement actives. Vous connaissez le mannitol? Mannitol, c'est une... Ça va bien. C'est une molécule, c'est une particule qui est utilisée surtout en cas d'œdème cérébral. C'est une molécule qui est très osmotiquement active. Par des injections veineuses. Pourquoi? Pour qu'elle augmente l'osmolarité de l'eau intracellulaire pour diminuer les œdèmes cérébraux. D'accord? Mais des recherches ont montré que du Na+, du sérum salé hypertonique, il est au moins aussi efficace que le mannitol. D'accord? Bref, l'essentiel, c'est qu'en mettant une molécule osmotiquement active, dans le sang, l'osmolarité totale va augmenter. D'accord? Donc l'organisme, qu'est-ce qu'il va tendre à faire? Il va tendre à éliminer le sodium. Puisqu'il y a le mannitol, il ne peut pas le gérer très bien dans la demi-vie, dans le cycle, dans l'élimination rénale spécifique. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'organisme? Il diminue la réabsorption de sodium pour diminuer la quantité de sodium et garder une osmolarité stable. C'est pour cela, gardez ça en tête, je peux avoir des hyponatrémies hypertoniques. Hyponatrémie hypertonique. Maintenant, j'ai une hyponatrémie, la natrémie elle est basse, mais l'osmolarité elle est élevée. Je peux avoir ça en cas d'acidocétose diabétique. Donc j'ai des corps cétoniques, j'ai des molécules organiques qui augmentent l'osmolarité. Donc l'osmolarité, quand je la calcule, elle est comment? Élevée ou normale? Élevée. Le sodium il est diminué. Donc je peux avoir des hyponatrémies hypertoniques. D'accord? Donc les mouvements de sodium sont contrôlés. La natrémie elle est contrôlée par les mouvements de sodium, par les mouvements d'eau et par les mouvements d'autres molécules osmotiquement actives. Sur quoi nous informe-t-elle? طبيبة bientôt. Vous, puisque c'était les mêmes copies. La natrémie, elle nous informe sur quoi? Qui travaille un ionogramme, travaille une natrémie. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information? L'état d'hydratation. Bravo. Alors. Hyponatrémie hypertonique. Oui, je peux avoir d'autres molécules qui augmentent l'osmolarité. D'autres molécules, en cas de chirurgie, en cas d'utilisation de mannitol, en cas d'acidocétose diabétique. J'ai dans le sang d'autres molécules qui augmentent l'osmolarité. Donc l'organisme va essayer. Et par d'autres molécules, يقول لكم بالosmolarité ماشي كي نحسبها هذيك
s'il vous plaît. C'est important ce qu'elle pose. Quand comme l'osmolarité qui نحسبوها نحسبوا في la natriumie نلقاوها هابطة. هذيك c'est l'osmolarité que l'être humain a décidé de calculer. C'est l'osmolarité calculée. D'accord? J'ai des molécules qui ont été ajoutées. L'équation c'est vraiment fait de. Donc c'est pour cela que je vous parle d'hypertonicité. Qui تحس بها انت كي تحس بها غلطه تحسيده قدامك من ديزيدراتاسيون باين بلي ان بروبليم مشكله نقيسوهم عند كاين دي ميجور سبيسيفيك نقيسو اسكو دار مانيتول نشوفو لي زونتيسيدون نشوفو اسكو لا دي كونسيكونس في ليزيرين à d'autres molécules voilà voilà très bien L'acidocétose diabétique, déjà, on trouve un unique élevé. C'est quoi j'ai fait. Là, ça veut dire que c'est autre chose. Il y aurait une élimination des bicarbonates, pour maintenir le trou anionique. Et là, quand on a l'acidocétose diabétique, bon, c'est pas. Il ne faut pas sortir des sujets. On a dit qu'il y a des molécules qui sont osmotiquement actives, qui peuvent augmenter dans le sang et provoquer ou ne pas provoquer. Ils peuvent agir sur l'état d'hydratation. D'accord? Je vous ai introduit la notion de hyponatrémie, hypertonique, ça peut exister. Elle est quoi? Dans le cas de déshydratation due à d'autres molécules. Comment on le saura que c'est dû à d'autres molécules? Il vient dans un contexte clinique. تقيسي له لي كونسيتونيك في لي زورين اون برون با المانيتول ما كاينش شي واحد يشرب مانيتول في الدار في يفتح في الجدار يلقى مانيتول دونك on sait qu'il a pris on s'attend à ça d'accord des intoxications on cherche qu'est-ce qu'il a pris on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît d'accord donc tu m'as vu comme le mannitol il est osmotiquement actif allez bien تحوسوا عليه L'œdème cérébral. Bon, il y a des œdèmes périphériques et des œdèmes centrales. Non. Bon, on a les œdèmes, on met le niveau interstitiel augmente. L'œdème cérébral, c'est autre chose. Yak, tu نهضروا عليه في la fin تاع le cours نهضروا على l'œdème cérébral ou على le syndrome de démyélinisation osmotique. Yak. Les deux sont très importants. On va en parler, ils dépendent de l'état d'hydratation. Parce qu'il faut savoir une chose. L'hydratation, le cerveau, le système nerveux central est le premier organe à souffrir des troubles de l'hydratation. C'est le premier organe à souffrir des troubles de l'hydratation. Comme l'intracellulaire, elle fait souvent suite à l'extracellulaire. On les trouvera rarement isolés. Oui, comme la mixte, c'est la plus courante. Et voilà. S'il vous plaît, on essaie d'avancer. En tous les cas, la partie la plus difficile du cours, le plus important, c'est que vous maîtrisiez les bases. Donc les troubles sont simples. D'accord? On se concentre. Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as appris quelque chose? Au moins. Tu as appris? Fausse je reposerai plus jamais la question. Fausse hypo-hypernatrémie. C'est quoi une fausse hypo-hypernatrémie? C'est aussi très important. S'il vous plaît, qui peut me donner une phrase avec un sujet, un verbe, une réponse, qu'elle soit vraie ou fausse? Il me donne une phrase. S'il vous plaît. Qui peut essayer de répondre maintenant? Sinon, on continue. Ce n'est pas dû à une augmentation. Ce n'est pas dû à une augmentation, là, à une diminution de la concentration du sodium dans le sang, mais c'est dû à d'autres causes. Qui sont? Par exemple, hyponatrémie de dilution, par exemple. Non, c'est une vraie hyponatrémie. L'hyponatrémie de dilution, il y a beaucoup d'autres, il y a la natrémie. Mais la concentration du sodium, elle est basse. Là, non. Non, c'est pas ça. Donc on parle comme je m'attends une fausse hyponatrémie.
Il faut savoir que quand on a commencé à mesurer la natrémie, on la faisait par une technique de cryotruc. Le plasma, et on mesurait le Na+ contenu dans le plasma. Le plasma, il contient du sodium, il contient des ions, mais il contient aussi d'autres molécules, dont les lipides et dont les protéines. Quand je prends 1 litre de sang, le litre de sang, mais fiche, ritlama ou le melh الفوق. D'accord? Fait d'autres molécules. Donc, لو كان نحكموا إناء بيشرب. شكل محمد رسم في ورقة الرسم تاع كراسة الأعمال. Donc voilà, on a un étui. Même en français, ça s'appelle bécher. L'essentiel. Fait 1 litre de sang. Supposons que la natrémie, elle est de 50 millimoles par litre. Ou 50 millimoles par litre. Ça veut dire que j'ai 50 millimoles qui sont dans ce litre. Ce litre de sang que je suis en train de mesurer, mais fait chellement, d'accord, il n'est pas constitué exclusivement d'eau. Fait des molécules qui peuvent augmenter le volume. Donc fait des protéines. Fait des lipides. Les lipides machines là, qui sont. Voilà. Donc c'est des molécules qui peuvent augmenter le volume dans le sang terrestre. Les molécules, elles augmentent le volume. Est-ce que ce sont de l'eau? Ce n'est pas de l'eau. Donc le sodium, s'il vous plaît, le sodium, mararouche daïb fihum. Elle a 1 litre de sang ici. J'ai 1 litre de sang. Ça aide le litre de sang fait 700 millilitres d'eau. Le baril protéine ou lipide fait 700 millilitres d'eau. Donc, les 50 millimoles de sodium, alors on a 700 millilitres d'eau. Donc, normalement, la vraie natrémie, c'est quoi? C'est 50 sur 0,7. Mais j'ai 50 sur 1. Donc, in des 50 sur 1, je vais avoir une fausse hyponatrémie par hyperprotéidémie ou hyperlipidémie. Qui n'est pas 1 litre le sang quand je prends avec comment on appelle un prélèvement. Quand je prends un prélèvement, je suis en train de prélever le sang avec les lipides, les protéines. D'accord? Je ne suis pas en train de prendre l'eau et son sodium. Donc le sodium, sachant que mes doubles, il n'est pas soluble dans les protéines, il n'est pas soluble dans les lipides. Ces lipides et ces volumes, ces lipides et ces protéines, ils vont occuper du volume sans prendre de Na+. Donc il y a des نصريت là, بصح هذيك النصريت là فيها غير les protéines ou les lipides. Ou les protéines ou les lipides, ماشي دايب فيهم le Na+. Donc des protéines ou des lipides زيادة بلا du Na+. وهذاك ال Na+ اللي ديتو ديت غير في النص. خاطش الماء تاعي عندي غير لا موتي دو لا كونتيتي كو جي بريلفي اللي فيها الماء. و le Na+ كاين غير في الماء. بصح انا كاين نقيس مانيش نقيس غير اللي كاين في الماء، انا نقيس par rapport au volume total que j'ai enlevé. Donc je vais avoir une quantité qui est sous-estimée. Donc c'est une fausse hyponatrémie. C'est pour cela que les hyperlipidémies et que les hyperprotéidémies provoquent de fausses hyponatrémies. Et les hypolipidémies et les hypoprotéidémies provoquent de fausses hypernatrémies. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien, on passe à autre chose. Un petit sûr. Tout le monde a compris? Donc elle est fausse. Trouble de l'hydratation. Enfin. Aïe. Donc ce sera plus rapide. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des hyperhydratations, on peut avoir des déshydratations. D'accord? Ces troubles peuvent concerner le compartiment extra ou intracellulaire. Adam le sait. Ils sont souvent mixtes.
Les troubles de l'hydratation intracellulaire sont toujours, presque toujours, on dira, la conséquence de modification de la pression osmotique efficace extracellulaire, essentiellement par perturbation de la natrémie. Les cellules cérébrales sont les premières à souffrir des modifications de volume hydrique. Les cellules cérébrales sont les premières à souffrir, d'accord? Parce qu'elles doivent avoir une concentration très constante, elles doivent avoir un volume cellulaire assez constant aussi, d'accord? Donc le fait qu'il y ait une perturbation, un changement de concentration, un changement de volume, hop, il y a une souffrance cellulaire, d'accord? Hyperhydratation extracellulaire. Mais vous êtes en troisième, vous. Par exemple, je suis en deuxième. انت اللي درتي سيتو ياك درتي سيتو في الصيف وي لا حكي شافيه تفضل هايا hyperhydratation extracellulaire. Le premier trouble c'est l'hyperhydratation extracellulaire. Excès d'eau dans le milieu extracellulaire résulte souvent d'une rétention hydrosodée. Bon, on arrête.